Eh bien, bonjour tout le monde déjà. Moi je m'appelle Camille, je suis militante à Révolution Permanente et à Du Pain et des Roses. Je fais partie des camarades qui maintiennent la section genre et sexualité de Révolution Permanente. Et je fais également partie des camarades qui militent et qui animent le collectif Du Pain et des Roses, dans lequel il y a des militantes de Révolution Permanente, mais aussi des militantes indépendantes. Voilà, du coup aujourd'hui le topo que je vais animer s'appelle une stratégie marxiste pour le mouvement LGBTI. Du coup, c'est de ça qu'on va discuter. Je voudrais commencer par un constat qui est que il y a 2 mois, comme vous le savez sans doute, c'était l'heure des marches traditionnelles des fiertés, des prides. Et du coup, en juin cette année, mais comme toutes les années précédentes, on a vu d'un côté les chars des grandes entreprises, de la police ou encore de l'État colonisateur d'Israël défiler dans les prides, et de l'autre côté, les plus précaires de la communauté LGBTI, en particulier les personnes trans, compter leurs morts. Et je pense qu'il ne fait pas de doute, en partant de ce constat, que nos luttes, la lutte pour le droit à l'autodétermination et la lutte pour la liberté, pour la libération sexuelle, elles sont traversées par l'impérialisme, elles sont traversées par la classe. Bref, elles sont traversées par la société dans laquelle on vit, qui est basée sur l'exploitation. Les expériences de lutte des jeunes LGBTI qui ont été en première ligne des mouvements des dernières années, je parle par exemple des révoltes en Colombie, au Myanmar, dont vous avez peut-être entendu parler dans les dernières années, mais aussi de l'explosion Black Lives Matter aux États-Unis, qui a eu une répercussion internationale, et encore plus, là en ce moment, du mouvement de syndicalisation des jeunes aux États-Unis. Donc toutes ces expériences avec des jeunes LGBTI qui ont été en première ligne, une première ligne visible de ces mouvements, elles reflètent également ça, le fait que ces luttes LGBTI, elles sont traversées par la société d'exploitation dans laquelle on vit. Mais avant même ces expériences récentes de lutte, il y a eu des générations de marxistes qui nous ont précédés, qui ont organisé des ponts entre la lutte contre l'exploitation et les luttes contre les oppressions. Et toutes leurs expériences, leurs luttes, leurs débats, elles nous donnent aujourd'hui les outils pour affirmer que la lutte pour la libération sexuelle et que la lutte pour le droit à l'autodétermination pleine et entière, elle ne peut pas être résolue tant que les classes sociales et tant que toutes les autres oppressions perdurent. Donc c'est ce dont j'aimerais discuter et débattre avec vous dans ce topo. Je vais essayer de me tenir à environ 40-45 minutes grand max pour laisser de la place au débat. Et du coup, c'est ce dont j'aimerais discuter et débattre avec vous, de la stratégie vers une société sans exploitation, sans oppression, et du coup dans laquelle la sexualité, les relations affectives et sexuelles et le genre peuvent être vécus librement. Et en partant du principe que la véritable libération de tout ce dont je viens de parler, de la sexualité, des relations, du genre, etc., ça n'est pas une tâche individuelle, en partant du principe que c'est une tâche collective dont le but est de changer les conditions matérielles qui nous empêchent de jouir sans entrave, pour reprendre le slogan de mai 68, ce débat, il ne s'agit pas seulement d'un débat d'idées, mais d'un débat de stratégie sur comment est-ce qu'on va s'organiser dans la réalité et vers quel but est-ce qu'on va s'organiser. L'objectif de ce topo, c'est de pouvoir commencer à apporter une réponse à ce débat et de pouvoir ouvrir la discussion, ouvrir le débat sur ces bases-là, à un moment où cette question de comment s'organiser, elle reprend toute son urgence quand on voit qu'internationalement, l'extrême droite, alimentée par les capitalistes, elle organise ses idées et elle veut s'attaquer aux droits qui ont été conquis par les femmes et par les personnes LGBTI, le tout dans une période de crise, de guerre et d'attaques virulentes contre les classes populaires, alors que les fortunes des capitalistes atteignent des niveaux historiques. La première chose dont je voudrais parler, c'est qu'on constate aujourd'hui, de fait, qu'il y a un fossé entre le mouvement LGBTI qui s'organise pour la libération sexuelle, qui se bat pour le droit à l'autodétermination, et d'un autre côté, le mouvement ouvrier, la gauche révolutionnaire, qui se bat pour la fin de la société de classe et pour la révolution. Cette division, elle va de soi dans l'esprit de la plupart des jeunes militants que nous sommes pour la plupart dans cette salle, mais je pense que c'est important de rappeler que cette rupture, elle n'a pas toujours existé historiquement. Le mouvement ouvrier révolutionnaire de la fin du 19e, du 20e siècle, c'est-à-dire l'époque d'émergence de ce qu'on appelle aujourd'hui le socialisme, le communisme, et du coup, dans cette période-là, en Europe, le mouvement ouvrier révolutionnaire, non seulement s'est positionné dans ses programmes, dans ses campagnes contre la répression et pour les droits des homosexuels, mais les militants révolutionnaires qui animaient les courants principaux de cette période ont été des militants centraux dans les débuts du mouvement homosexuel en Europe.
Comme exemple, par exemple, le SPD, le Parti social-démocrate allemand, et du coup, certains de ces militants ont été des acteurs centraux dans ce qu'on date comme les débuts du mouvement homosexuel en Europe. Avec par exemple un militant dont certains ont sans doute entendu parler, qui s'appelle Magnus Hirschfeld, qui est un médecin qui est connu pour ses travaux scientifiques qui sont parmi les premiers sur le genre et la sexualité. C'était un militant du SPD, c'est lui qui a présenté devant le Reichstag, le Parlement allemand, une pétition pour l'abrogation du paragraphe 175, qui était la loi qui criminalisait l'homosexualité masculine en Allemagne. Du coup, le tout appuyé par les députés du SPD en 1905. Même en dehors du coup de Hirschfeld, il y a eu Bernstein, par exemple, un des dirigeants et des théoriciens les plus importants de ce parti, du SPD allemand, qui a écrit plusieurs articles sur l'homosexualité, qui a pris la défense publiquement d'Oscar Wilde pendant son procès pour homosexualité en Grande-Bretagne, en argumentant contre la morale bourgeoise, qui voudrait que l'homosexualité soit un acte contre nature, né de la décadence, etc. Bebel aussi, du coup, qui est un des militants principaux et des théoriciens principaux de ce parti en Allemagne, a contribué à ce soutien, non seulement à l'intérieur de son parti, mais aussi publiquement. Et du coup, dernier exemple, Lassalle, au début du 19e siècle, qui était un des premiers théoriciens du socialisme, avait aussi, par exemple, défendu publiquement, dans une polémique, un dirigeant ouvrier de l'époque qui était attaqué au sein même du mouvement ouvrier pour son homosexualité. Mais du coup, au-delà de tous ces exemples, la révolution russe de 1917, ça reste le plus grand exemple d'une avancée des droits LGBTI liée à un processus révolutionnaire mené par la classe ouvrière. Donc, en 1918, donc après la Révolution, le code du mariage, de la famille et de la tutelle des enfants a été une véritable révolution dans la révolution bolchevique. Ce code-là, il dit qu'après la Révolution, dans la société que veulent construire les bolcheviks, donc la famille nucléaire, la structure qui impose les normes de genre et de sexualité de la bourgeoisie, elle devait dépérir, au même titre que l'État, par ailleurs, qui devait dépérir lui aussi, et que des catégories archaïques comme mari ou épouse deviendraient obsolètes. C'est-à-dire qu'une fois que les tâches domestiques seront socialisées, donc faire à manger, laver, nettoyer, garder les enfants seront des tâches collectives, réparties au sein des collectivités au-delà des genres. Donc la famille n'aurait plus la fonction économique qu'elle a sous le capitalisme, c'est-à-dire de reproduire la force de travail et d'effectuer toutes ces tâches à un moindre coût. Elle cesserait simplement d'exister dans sa forme actuelle. Et du coup, cette législation soviétique-là, elle ne reconnaît pas non plus de crimes contre la morale, comme c'était le cas d'énormément de pays bourgeois à l'époque, de pays avec des gouvernements bourgeois. Le parti bolchevique, il n'avait pas non plus d'orthodoxie sur la question du genre et de la sexualité, et du coup, le nouveau code et tous ses tenants et ses aboutissants étaient débattus publiquement. Tout ce qui était hérité de la société bourgeoise devait être questionné, y compris du coup la vision bourgeoise du genre et de la sexualité. Et c'est dans ces débats-là, par exemple, que l'avortement a été légalisé en 1920 et que l'homosexualité, elle a été dépénalisée en 1922. Donc pourtant, toutes ces avancées-là vers une libération des femmes et des LGBTI, elles n'allaient pas durer. La réaction stalinienne des années 30 allait en finir avec toutes les conquêtes de la révolution russe de 1917. Donc Trotsky, par exemple, il parle de cette période comme d'un thermidor au foyer, donc l'extension de la contre-révolution de Staline au terrain du genre et de la sexualité. L'homosexualité, elle est à nouveau pénalisée par le gouvernement de Staline en 1933 et l'avortement interdit en 1936. Le tout lié à une politique nataliste pour favoriser les naissances. Un des objectifs principaux de la bureaucratie stalinienne, c'est de faire quelque chose que la bourgeoisie fait très bien, c'est-à-dire remplacer les services sociaux de l'État à peu de frais et du coup de favoriser le retour à la famille et du coup au travail domestique des femmes. L'héritage du sous-développement économique, du coup, et la dévastation de la guerre, de la famine, etc. en Russie à cette époque, allait aussi beaucoup aider ce retour en arrière-là qui a été opéré sous Staline. Du coup, cette première phase-là du mouvement LGBTI en Europe et ses liens avec le mouvement LGBT, avec le mouvement ouvrier, révolutionnaire, ils sont morts d'une mort violente dans les années 30, avec du coup d'un côté en Russie le stalinisme et de l'autre côté dans le reste de l'Europe du fascisme, qui se sont efforcés depuis d'effacer toutes ces avancées à coups de purges, de falsifications, etc., mais aussi d'éclipser toute trace du soutien du mouvement ouvrier et des révolutionnaires à la lutte pour la libération sexuelle.
Après ça, les carences du mouvement ouvrier, que ça soit l'hostilité des staliniens, que ça soit le silence des sociodémocrates ou l'oubli forcé par le stalinisme et par le fascisme pour les révolutionnaires dans leur ensemble du soutien antérieur qu'ils avaient apporté à la lutte pour les droits des homosexuels, expliquent que les mouvements LGBTI qui se sont développés après la Seconde Guerre mondiale, ils se sont constitués totalement en dehors du mouvement ouvrier et de l'extrême gauche et n'ont pas cherché son soutien. On commence après ça à retrouver la volonté de créer des liens entre le mouvement ouvrier révolutionnaire et le mouvement LGBTI, au moment où le mouvement LGBTI se radicalise dans les années 68, avec la révolte de Stonewall en 69 aux USA, mais aussi un souffle révolutionnaire qui vient d'une série d'explosions de lutte des classes au niveau mondial. Que ça soit mai 68 en France, les mouvements étudiants explosifs en Amérique latine, la vague de révolte contre le stalinisme en Europe de l'Est, etc. Et dans ce souffle révolutionnaire, cette volonté de créer des alliances, elle ne vient pas des organisations révolutionnaires, qui sont à ce moment-là majoritairement sous l'influence du stalinisme, ni du mouvement ouvrier organisé qui est totalement gangréné par la bureaucratie. Elle vient de quelques militants à contre-courant à l'intérieur du mouvement LGBTI qui veulent renverser la société capitaliste. Pour reprendre les mots, par exemple, de Françoise Daubonne, qui est une des fondatrices, qui est une militante lesbienne, une des fondatrices et d'une militante du phare, du Front homosexuel d'action révolutionnaire, en réaction au conservatisme des homosexuels bourgeois, elle répond « Vous dites que la société doit intégrer les homosexuels, moi je dis que les homosexuels doivent désintégrer la société. » Le Front homosexuel d'action révolutionnaire, le phare, c'est l'organisation qui est restée dans les mémoires comme le premier mouvement LGBTI révolutionnaire en France qui posait clairement l'objectif de changer la société et dont certains militants, parce que du coup il y avait énormément de tendances et de divergences à l'intérieur avec des courants de pensée et du coup des modalités d'action extrêmement différentes. Et du coup certains de ces militants et certains des regroupements internes au phare se sont battus pour créer des alliances avec le mouvement ouvrier. Donc le 1er mai en 1971, le phare, par exemple, organise un cortège à la manifestation traditionnelle de la Journée internationale des travailleurs, aux côtés du mouvement de libération des femmes, le MLF, et des comités d'action lycéens. Avec des slogans, ils défilent dans la rue avec des slogans comme « Les PD dans la rue, nous sommes tous un fléau social, à bas la dictature des normaux », du coup, des choses très à contre-courant, très provocatrices, etc. Ce défilé, il a provoqué des attaques dans des journaux de nombreuses organisations politiques à l'extrême gauche et dans le mouvement ouvrier. Et du coup, par exemple, dans son journal, Lutte ouvrière décrit le phare comme un courant intellectuel petit bourgeois qui fait de la liberté sexuelle l'essentiel de son activité. Le phare, en réponse, rappelle à Lutte ouvrière les fondamentaux du marxisme. Notamment, ils leur disent que si vous êtes marxiste, vous devriez savoir que la mise en question du capitalisme passe aussi par l'abolition de la famille bourgeoise, du couple hétérosexuel bourgeois, par la fin de ces idéologies. Et il leur rappelle également qu'il est tout de même assez paradoxal que des gens qui ont prétendu et continuent à prétendre lutter contre le stalinisme se conduisent à l'égard de la sexualité en général et de l'homosexualité en particulier comme des staliniens. On pourrait appliquer la même critique à la LCR, en fait, qui a écrit dans Rouge, son périodique, je cite, « En se comportant comme des grandes folles, les homosexuels du phare révèlent à quel point ils sont victimes de l'oppression sexuelle bourgeoise. » Du coup, si ces militants du phare, ils n'ont pas cessé de vouloir se lier à l'extrême gauche et à la classe ouvrière et à appeler à une unité d'action pour renverser la société capitaliste, ça n'a pas voulu dire pour eux, et je pense que c'est très important, ça n'a pas voulu dire pour eux mettre sous le tapis les débats et les critiques, bien au contraire. Le groupe 11 du phare, qui était du coup un regroupement interne, en particulier a revendiqué jusqu'à la fin de son activité le rapprochement avec l'extrême gauche et la classe ouvrière. Au lendemain du 1er mai, l'Humanité, le journal du PCF, qualifie l'apparition du phare et du MLF d'une mascarade. Et le groupe 11 leur répond dans son journal « La classe ouvrière n'appartient pas à la direction du PCF, pas plus que le marxisme. C'est pourquoi nous nous refusons à faire des complexes par rapport à lui. Nous dénoncerons et nous combattrons systématiquement l'orthodoxie sexuelle qu'il voudrait nous imposer. » À la mort du phare, malheureusement, d'autres groupes radicaux prennent sa suite. Les groupes de libération homosexuelle qui sont animés pour certains comme un groupe qui s'est appelé le groupe de libération homosexuelle politique et quotidien, qui était animé par des militants révolutionnaires, trotskistes ou anarchistes. Jean Nicolas, en particulier, le fondateur d'un de ces groupes et un militant trotskiste à la LCR, il a débattu au sein de son propre parti, il a porté ces débats-là que posait déjà le phare à l'intérieur du coup de la LCR pour essayer de convaincre
les militantes sont parties d'une double tâche, je cite, d'une part, convaincre le mouvement ouvrier de l'importance et de la signification de la lutte pour la libération de l'homosexualité, et d'autre part, convaincre le mouvement homosexuel de la nécessité de combiner sa lutte pour la libération sexuelle avec la lutte de la classe ouvrière pour le socialisme. Donc malheureusement, comme le phare, ces groupes-là qui lui ont succédé, ils n'ont pas réussi à tenir le travail de longue haleine nécessaire face au reflux de la période de révolte des années 70, et les années 80 sonnent le début de la transformation néolibérale du capitalisme. Dans cette période, paradoxalement, on constate que les attaques contre les travailleurs, à qui on impose chômage, flexibilité, précarité, etc., se sont accompagnées dans les pays impérialistes de certains droits élémentaires pour les LGBTI et d'une forme d'institutionnalisation ou d'intégration d'une partie du mouvement LGBTI aux intérêts de l'État bourgeois. L'épidémie de VIH-Sida, elle a précipité cette dynamique. Après des années de politiques meurtrières par les gouvernements, par les industries pharmaceutiques qui ont laissé mourir des milliers de personnes, dont une partie conséquente de l'avant-garde du mouvement LGBTI des années précédentes, ces mêmes gouvernements ont mis en place, quand ça leur profitait, quelques programmes anti-discrimination, quelques mesures minimales pour les prises en charge médicales des personnes séropositives, en cooptant les branches les plus droitières du mouvement LGBTI, qui se battaient à ce moment-là dans son ensemble pour la survie face à l'épidémie. Et du coup, avec cette dynamique-là, et on peut constater quelque chose de similaire dans le mouvement féministe, qui a fait émerger des groupes ou des figures d'autorité issues du mouvement LGBTI, qui sont devenus gestionnaires d'associations pour le développement, des technocrates d'État, etc. Du coup, de la lutte pour un changement radical de la société des années 70 et le souffle révolutionnaire qui était présent dans ces années-là, le mouvement LGBTI passe, à partir des années 80, principalement à la lutte pour la création d'espaces institutionnels contre la discrimination, pour l'inclusivité dans les gouvernements bourgeois, les entreprises, etc. La lutte politique, elle s'est déplacée dans ces années-là de la lutte collective vers la sphère individuelle et au domaine du langage. Et les luttes pour la libération sexuelle, pour l'autodétermination, se sont séparées de la lutte pour mettre fin aux relations sociales capitalistes dans leur ensemble. Cette politique de cooptation, puisque du coup ce fait-là, c'est le fait de tactique de cooptation et d'intégration de franges du mouvement LGBTI à la bourgeoisie, cette politique-là, elle a eu des fins tactiques pour la bourgeoisie, par exemple en permettant ponctuellement à certains secteurs de la bourgeoisie un soutien électoral de quelques fractions plus progressistes dans la société. Mais surtout, elle a eu un but plus stratégique pour la bourgeoisie, qui était de donner une façade humanitaire aux démocraties des pays impérialistes qui menaient sur leur territoire des attaques de plus en plus violentes contre les conditions de travail. On peut penser par exemple en Europe aux contre-réformes et à la répression violente de Thatcher en Angleterre sur la grève des mineurs, et à l'extérieur de leur territoire qui imposaient leur mainmise sur les pays semi-coloniaux par la guerre et par l'asservissement économique. On peut penser dans ces années-là aux interventions françaises au Tchad, au Liban, sous Mitterrand par exemple, ou l'asservissement économique sous la coupe des USA de pays semi-coloniaux avec l'arme du FMI, par exemple, du Front monétaire international. Du coup, cette intégration partielle de franges du mouvement LGBTI aux intérêts de la classe bourgeoise, elle s'est faite au travers de l'exclusion des personnes queer les plus précaires et de certaines minorités au sein de la communauté LGBTI, notamment des personnes trans, des personnes intersexuées, racisées, etc. Et de ces secteurs-là sont nés plusieurs groupes et plusieurs théories qui ont critiqué cette politique d'intégration à l'État bourgeois et aux intérêts de la bourgeoisie. Cette intégration, elle s'est faite également au travers de l'alignement des positions d'une certaine partie du mouvement LGBTI sur les politiques impérialistes et de stigmatisation des étrangers, en particulier des musulmans ou de ceux qui sont assimilés comme tels, qui a donné naissance à ce que le théoricien Kevin Floyd appelle l'homonationalisme. Où du coup on peut constater un phénomène similaire au niveau du mouvement féministe, avec du coup ce qu'on appelle le fémonationalisme. Aujourd'hui, l'héritage de ces années-là, des années 80, il est omniprésent dans les luttes LGBTI. Le drapeau arc-en-ciel, il sert d'argument marketing à l'approche de la Pride pour augmenter le profit des entreprises. Il sert à donner un visage humain à l'État génocidaire d'Israël, etc. Un secteur minoritaire des LGBTI bourgeois, en particulier des hommes cis et blancs, mais pas uniquement,
ont pu accéder aux promesses de succès du capitalisme. Par exemple, Tim Cook, le nouveau PDG de Apple, est ouvertement gay. Et le revendique publiquement, a fait un coming out public dans un grand presse, etc. Ou par exemple Caitlyn Jenner, qui est une des héritières de la famille Kardashian-Jenner, que vous connaissez sans doute, a pu faire un coming out trans avant de concourir aux élections locales aux États-Unis pour les Républicains et d'être aujourd'hui employée par Fox News, le principal média conservateur de la droite et de l'extrême droite américaine. Et du coup, jusqu'à un certain degré, les identités LGBTI, elles ont été en partie normalisées et les années 80 ont apporté un lot de droits démocratiques dans les pays impérialistes qui étaient jusqu'ici inaccessibles aux personnes LGBTI. Ces droits qui ont été gagnés, s'ils sont nécessaires, ils sont insuffisants, et on le constate aujourd'hui, pour parvenir à changer le mode de vie de la plupart, de la vaste majorité des personnes LGBTI. Avec les attaques sur les conditions de travail, les attaques sur l'État-providence, ce sont les conditions de vie de toute la classe ouvrière et du coup de la vaste majorité des personnes LGBTI qui étaient déjà plongées dans la précarité et qui font partie des franges les plus précaires de cette classe ouvrière, de tous les travailleurs. Ce sont leurs droits qui ont reculé. C'était le cas dans les années 80, mais aussi aujourd'hui. En 2019, avant la première vague de Covid, une enquête de l'Union européenne a montré que déjà 37% des personnes LGBTI qui ont répondu à l'enquête n'arrivaient pas à joindre les deux bouts financièrement et que 17% n'arrivaient pas à trouver de logement. Donc ces chiffres, on s'en doute, ils ont dû augmenter avec les vagues de Covid en suivant la courbe des chiffres du chômage et des violences intrafamiliales qui ont augmenté avec les vagues de Covid. Et ce, d'autant plus pour les personnes trans qui sont largement maintenues hors du marché de l'emploi. Dans les années 80, cette convergence d'intérêts entre la vaste majorité des travailleurs et la vaste majorité des LGBTI, qui ne peut pas profiter pleinement de ces droits-là qui ont été lâchés par la bourgeoisie dans les années 80, cette convergence d'intérêts, elle avait déjà marqué plusieurs luttes communes des LGBTI et des secteurs de la classe ouvrière. Bon, la plus connue, c'est l'expérience de Gays and Lesbians Support the Miners, qui est racontée dans le film Pride, dont peut-être vous avez entendu parler, et du coup du soutien d'un groupe LGBTI à la grève des mineurs sous Thatcher en Angleterre. Aujourd'hui, cette stratégie d'inclusion qui perdure par du coup énormément de secteurs de la bourgeoisie, que ce soit des gouvernements, des entreprises, etc., cette stratégie d'inclusion de certains secteurs du mouvement LGBTI, elle a pour but principal de pacifier une jeune génération qui arrive sur le marché du travail et dans la vie politique avec une sensibilité pour l'antiracisme, pour les idées féministes, qui se définissent de plus en plus comme queer, comme LGBTI, etc. C'est de cette manière, par exemple, que Mastercard et son directeur de l'inclusion, qui est du coup un poste extrêmement bien payé chez Mastercard, financent en partie la Marche des Fiertés à Paris, ou qu'une organisation LGBT, la principale organisation LGBT des États-Unis, la Human Rights Watch, peut remettre à Jeff Bezos, le patron d'Amazon, un prix pour l'égalité. C'est avec la même logique que Macron aussi a fait une partie de sa campagne de réélection sur les droits LGBTI en faisant passer la loi sur la PMA et la loi contre les thérapies de conversion à la fin de son mandat pour rallier à lui une partie d'un électorat jeune de plus en plus dégoûté de la politique institutionnelle et que les franges de la bourgeoisie ont du mal à capter. C'est toute la rhétorique qu'on entend sur l'abstentionnisme des jeunes, ces jeunes qui ne s'intéressent pas à la politique, etc., etc., dont on vous a sûrement rabâché les oreilles pendant la dernière période présidentielle. Et du coup, si d'un côté, on a une partie de la bourgeoisie qui veut acheter et séduire cette nouvelle génération avec des politiques d'inclusion partielle, avec des discours de façade progressiste, etc., et lui vendre dans un nouvel emballage les vieilles idées du succès capitaliste et de l'ascension sociale, on voit un autre secteur de la bourgeoisie qui a une peur panique de cette nouvelle génération. Et a raison. On a eu des révoltes massives aux USA, du coup, il y a peu, contre les violences policières et le racisme d'État, avec les slogans Black Lives Matter, auxquels se sont ajoutés le slogan, par exemple, Black Trans Lives Matter. En France, c'est la même génération Adama qui s'est soulevée contre les violences policières pendant l'été 2020, qui se mobilise dans les prides radicales avec des mots d'ordre anticapitalistes, qui occupe la Sorbonne pour refuser un duel Macron-Le Pen au second tour, etc. Et du coup, cette jeunesse, elle fait peur. Et l'état d'esprit qui prime à l'intérieur de cette génération, ce qui est intéressant de voir, c'est que ce sont des courants qui sont opposés, je revois mieux la phrase,
l'état d'esprit qui prime dans cette jeunesse, c'est celui de courants qui sont issus des années 80 et du coup de courants oppositionnels qui sont opposés à l'assimilationnisme, à l'intégration d'une partie du mouvement LGBT à l'intérieur du coup des intérêts capitalistes et de l'État bourgeois et qui sont nés en particulier des franges des LGBTI qui ont été marginalisées par ces politiques d'inclusion de façade. Et du coup, ces courants ont évolué et font aujourd'hui en grande partie de ce qu'on appelle les théories post-féministes. Ce sont des théories, pour une partie, qui proposent, en réponse à la reconnaissance de certaines catégories ou de certaines identités LGBTI par le capitalisme, qui proposent, face à cette reconnaissance-là, que chaque différence, chaque expérience individuelle doit être reconnue en tant que telle à un degré microscopique, ce qui permettrait la fin de ces catégories larges, de ces catégories d'identité qui ont été en partie cooptées par le capitalisme. Donc ces courants-là et ces politiques-là, elles permettent de mettre en valeur les exclus de ces politiques d'inclusion qui n'intègrent qu'une infime partie des LGBTI, mais pas d'y formuler une réponse politique, pas de permettre la fin de cette cooptation et de permettre la fin du système qui permet cette cooptation. Et du coup, nourri par les reculs du mouvement ouvrier dans les années 70-80 et depuis le stalinisme, pendant lesquels les anciens partis dits révolutionnaires ou les syndicats bureaucratisés ont mis en œuvre les politiques de contention ou de répression de la bourgeoisie, ces courants-là, post-féministes, ils prennent pour acquis la fin de la classe ouvrière et que le marxisme et la gauche révolutionnaire seraient incapables de penser la libération sexuelle. Mais sans prendre en compte les relations capitalistes de production qui structurent la manière dont ces exclusions sont organisées dans la société et qui structurent les intérêts qui régissent ces politiques de cooptation, d'inclusion partielle, etc. Cette confrontation radicale, elle se heurte à un mur et elle finit par se ranger, du coup, soit du côté du libéralisme en se faisant coopter à son tour, en prenant simplement une inclusion plus large ou des représentations d'inclusivité symbolique, soit du pessimisme et du coup d'une résistance minoritaire sans horizon de changement plus global de la société. Et du coup, en particulier pour ceux qui ne sont pas inclus dans les promesses d'ascension sociale du capitalisme et qui du coup se retrouvent condamnés à une résistance sans fin à l'intérieur de ce système sans espoir de changement. Pourtant, cette jeune génération, et du coup qu'on est tous dans cette salle et dont moi je fais partie, et du coup, qui ont été, on est tous nés, je pense pour la plupart, sauf s'il y a des gens que je vois pas, on est tous nés soit après les années 80, soit à la fin des années 80. J'essaye de faire ça diplomatiquement, je vois les gens qui me regardent, pour ne pas m'incriminer les plus vieux de cette salle. On est tous nés dans ces eaux-là et du coup imprégnés de ces théories-là, imprégnés du recul du mouvement ouvrier, imprégnés du coup de l'empreinte que le stalinisme a laissée sur le mouvement révolutionnaire, etc. Mais pourtant, cette même génération qui est la mienne, qui est la nôtre, on n'a connu que les crises du capitalisme. Entre celle de 2008, maintenant celle du Covid, où on est passé de crise sanitaire à crise économique, et nous tous, on n'a aucun espoir d'avoir une retraite. On enchaîne les jobs de merde. Et pourtant, on remet en question les systèmes de domination, on remet en question les carcans du genre et de la sexualité imposés par le capitalisme, et on a toutes les raisons du monde, je pense, d'allier notre colère à celle des gilets jaunes, par exemple, à celle des travailleurs qui font face à l'inflation et qui ne peuvent plus nourrir leur famille. Et du coup, c'est cette peur de ces alliances qu'on entend aussi derrière les paniques morales de la bourgeoisie qui a extrêmement peur. Derrière les paniques morales qu'il fabrique autour du wokisme, dédicace à Jean-Michel Blanquer, des sorties LGBTI-phobes de Zemmour par exemple, de la droite classique, mais aussi des ministres du gouvernement Macron qui ne sont pas du tout en reste sur ce terrain-là, de la répression des études de genre, de la répression des études décoloniales dans les universités, etc. Et c'est cette peur-là qui cible aussi en particulier les personnes trans, qui sont aujourd'hui à l'avant-garde du mouvement LGBTI et qui construisent les tendances et les fractions les plus radicales. Et du coup, que la bourgeoisie attaque de manière extrêmement féroce avec une offensive transphobe sur le terrain médiatique et intellectuel qu'on peut voir aujourd'hui en France et qui est particulièrement affreuse. Et pour autant,
c'est pas parce que en tant que jeune génération, que cette jeunesse-là dont je parle, c'est pas parce qu'on a une conscience contre l'ordre capitaliste que cette jeunesse-là a une conscience qui est pro-ouvrière. Et pour cause, si le mouvement LGBTI n'est pas sorti indemne des années de répression stalinienne, de l'écrasement du fascisme, etc., et du rouleau compresseur des années 80, de l'avènement du néolibéralisme et de la cooptation, il en va de même pour le mouvement ouvrier qui a subi les mêmes reculs extrêmement importants. Et pour autant, on pense qu'une réponse à cet état de fait, ça ne doit pas être pour les révolutionnaires qui se revendiquent de la classe ouvrière et qui veulent construire des organisations ouvrières, de se replier au sein du mouvement ouvrier traditionnel et d'opposer les luttes syndicales aux mouvements sociaux. Déjà parce qu'aujourd'hui, une stratégie qui se veut révolutionnaire, elle doit tenir compte de la réalité de la classe ouvrière. Aujourd'hui, c'est une classe ouvrière qui est de plus en plus féminisée. Les chiffres varient, mais en gros, selon les études, ça se tient autour de 50% à l'échelle mondiale. Avec de plus en plus de travailleurs racisés, des travailleurs qui sont largement issus de phénomènes de migration internationale et du coup qui sont aussi extrêmement concentrés dans les pays semi-coloniaux et les pays sous domination coloniale et dont une immense partie de cette classe ouvrière, de cette classe travailleuse aujourd'hui, est constituée de personnes en situation extrêmement précaire. Et un certain nombre de ces travailleurs, si, avec les reculs de la conscience de classe dont je parlais juste avant, ils ne se reconnaissent pas forcément en tant que prolétaires, ils ne se reconnaissent pas forcément du coup dans la classe ouvrière, en tant qu'appartenant à cette classe, et c'est-à-dire d'identifier la bourgeoisie comme un ennemi commun et comme le reste de la classe ouvrière comme leurs alliés, ils peuvent s'identifier et se situer politiquement au travers d'oppressions spécifiques. Par exemple, au travers de l'oppression de genre, de l'oppression raciale, des oppressions qui visent certaines religions, certaines ethnies, certaines cultures, etc. Et du coup, cet état de fait-là, que du coup une énorme partie de la classe ouvrière s'identifie politiquement et se situe politiquement de cette manière, rend d'autant plus explicite la porosité entre les revendications de classe et les revendications des mouvements de lutte contre les oppressions. Quand on défend des revendications féministes aujourd'hui, dans la mesure où les femmes, elles représentent près de la moitié de la classe ouvrière, on défend aussi les revendications ouvrières. Aux États-Unis, un sondage de début 2022 de l'Institut Gallup chiffre que plus de 20%, donc bientôt on arrive au quart, des jeunes de 18 à 25 ans s'identifient comme l'une des lettres de l'acronyme LGBT. Du coup, bien entendu, c'est une étude qui a fait beaucoup de bruit dans la presse réactionnaire. Et je vous conseille l'article de Valeurs Actuelles à ce sujet qui est particulièrement drôle. Et du coup, c'est la génération qui est sur le marché du travail actuellement et qui vit plein fouet la crise économique, qui fait suivre à la crise sanitaire. Et du coup, c'est une partie, près du quart, 20% de la classe ouvrière aujourd'hui. Le défi consiste à rendre cette relation explicite entre les revendications contre les oppressions et les revendications de classe, et à articuler une politique qui permet de faire le lien entre ces secteurs opprimés et le mouvement ouvrier dans son ensemble, en allant au-delà des revendications partielles et séparées qui ne permettent pas de remettre en cause le capitalisme globalement. C'est le défi qu'on a, je pense, aujourd'hui en tant que révolutionnaire. Donc, on n'est plus aujourd'hui à l'époque que je décrivais au tout début de ce topo, avec un mouvement ouvrier organisé, plus ou moins identifié directement au marxisme, et à partir duquel se construisaient directement des liens avec d'autres mouvements de secteurs opprimés. Aujourd'hui, la classe ouvrière, elle a besoin à la fois de construire son unité dans toute sa diversité et de construire des alliances avec d'autres mouvements interclassistes, c'est-à-dire des mouvements qui ne sont pas composés uniquement de travailleurs et de travailleuses, qui ne sont pas composés uniquement d'ouvriers et d'ouvrières, mais du coup d'autres mouvements interclassistes de lutte contre les oppressions, Dans ce sens-là, à tous ceux qui disent que les revendications des mouvements féministes, les revendications des mouvements LGBTI, antiracistes, etc., divisent la classe ouvrière, nous on répond qu'au contraire, la lutte pour l'unité de la classe ouvrière dépend de la capacité du mouvement ouvrier à tisser des alliances avec ces secteurs opprimés et à prendre en charge, depuis ses grèves, depuis ses actions, depuis ses organisations, les revendications de ces secteurs-là. On peut traduire ça dans la pratique du côté de la classe ouvrière par les exemples de militants révolutionnaires qui luttent au sein des syndicats pour un programme qui intègre les revendications des autres mouvements. On peut citer par exemple, du coup, à une échelle réduite, qui est l'échelle de nous, notre organisation
Aujourd'hui, un camarade que vous avez sans doute pu croiser dans différents topos ou que vous avez pu voir dans une table ronde le premier jour de l'UDT, qui s'appelle Christian Porta, qui milite dans un syndicat qui s'appelle la CGT Neuhauser, au sein d'une usine d'agroalimentaire de boulangerie industrielle en Moselle, qui a participé, ce syndicat entier a participé au pôle révolutionnaire dans la Pride de Metz, en a été à l'initiative, a édité des tracts syndicaux distribués dans toute l'usine sur la Pride et les revendications LGBT, non seulement à l'intérieur de l'usine pour discuter sur ces bases-là avec les travailleurs, mais aussi à l'extérieur de l'usine pour défendre en tant que travailleurs et avec leur capacité de grève, avec toute la capacité qu'ils ont, de pouvoir discuter à partir de ça dans la Pride avec tous les autres secteurs qui étaient présents. Et du coup, après avoir parlé du potentiel des alliances et des revendications des luttes contre les oppressions pour unifier la classe ouvrière, on pourrait discuter aussi du potentiel de ces alliances pour décupler la portée et les perspectives des mouvements des secteurs opprimés. Quand on parle de la capacité hégémonique ou de la centralité de la classe ouvrière, on ne parle pas de supériorité de la classe ouvrière ou de primauté de la classe ouvrière. Quand on parle de centralité, on ne parle pas d'une échelle morale des souffrances sous le système capitaliste où les ouvriers seraient les plus grands martyrs sacrifiés à la croix. On ne parle pas non plus d'une priorité temporelle en termes de revendication d'urgence pour faire face à la souffrance que génère le capitalisme, etc. On parle de la position stratégique de la classe ouvrière dans l'économie capitaliste et de sa capacité par cette position à générer une force supérieure à celle de simplement la somme des individus qui la composent. On a vu pendant les premières vagues de Covid et les confinements que les cadres de la défense, ils peuvent partir dans leur maison de vacances sans aucun souci, ils peuvent arrêter de travailler et que le monde continue de tourner très bien sans eux. Mais il n'en va pas de même pour les ouvriers de l'agroalimentaire qui fabriquent ce qu'on mange. Il n'en va pas de même pour les travailleurs des transports qui transportent ces denrées alimentaires et qui nous transportent nous. Il n'en va pas de même pour les infirmières, il n'en va pas de même pour les travailleurs de l'énergie, pour les livreurs, pour les travailleurs du nettoyage, de la collecte de déchets, etc. On a vu que ce sont ces travailleurs qui font tourner le monde et qui, du coup, à l'inverse, peuvent l'arrêter et mettre un coup de frein à la machine capitaliste. Pour les Parisiens et les habitants de la région parisienne dans la salle, on a vu pendant la grève de 2018 que si les travailleurs de la RATP partent en grève, la vague que ça génère, c'est bien plus que quelques individus qui se tournent les pouces dans un dépôt de bus. La force que ça génère, c'est la capitale entière de la France qui est à l'arrêt. La force que déploie la grève de ces secteurs, ça ouvre concrètement la possibilité de la grève générale dans les grandes villes, par exemple. Et c'est une force qui est considérable. Si on fait partie du mouvement LGBTI qui veut désintégrer la société, pour reprendre l'expression de Françoise Daubonne tout à l'heure, il faut une grande force matérielle qui est capable de viser dans le cœur du capital. Et la classe ouvrière, dans toute son hétérogénéité, dans toute sa diversité, elle reste la force sociale qui a la capacité de le faire, avec la place qu'elle occupe dans la production, dans la circulation, dont je viens de parler avec la RATP, et la reproduction aussi. Pour les secteurs de la production, ils ont la capacité d'interrompre la production de marchandises et du coup de toucher les capitalistes là où ça leur fait mal, c'est-à-dire dans les profits. Mais à eux seuls, ils n'ont pas la capacité d'arrêt, par exemple, qu'ont les transports ou l'énergie. Et ce sont des secteurs isolés qui ont besoin de soutien pour obtenir des victoires et de tenir. Du coup, d'où l'intérêt des alliances, non seulement pour les mouvements des opprimés qui veulent mettre un coup au capital de se lier à ces secteurs, mais aussi d'où l'intérêt de ces secteurs de se lier à des mouvements des opprimés pour pouvoir forger ces alliances et du coup pouvoir tenir au-delà de leur secteur isolé. C'est par exemple l'expérience dont vous avez sans doute entendu parler dans cette UDT, c'est l'expérience qu'on a fait à une échelle modeste avec la grève de Grand Puy, de la raffinerie de Grand Puy. C'est une raffinerie totale qui a tenu plus d'un mois de grève en se liant avec... c'est une raffinerie qui est très très isolée. Pour vous donner un truc, ça n'est pas la RATP. Si jamais la raffinerie de Grand Puy s'arrête, bien entendu, la bourgeoisie ne publicise pas l'information, puisque ça n'est pas exactement en ses intérêts. Donc on en entend peu parler dans le Figaro et dans Le Monde. Mais du coup, qui est très très isolé géographiquement au fin fond de la région parisienne. Et du coup, ces grévistes, ils ont réussi à tenir un mois de grève contre un géant international total en se liant avec des écologistes et en faisant l'alliance sur la base de se battre contre le projet de greenwashing de l'entreprise de Total. Et c'est cette alliance-là qui leur a permis du coup de tenir plus d'un mois de grève.
Encore un autre exemple pour terminer, les travailleurs de l'éducation ou de la santé, par exemple, n'interrompent pas la production, le profit des capitalistes, la circulation des marchandises. Mais ils ont une relation quotidienne avec la population. Et par exemple, les applaudissements pour les soignants tous les soirs pendant le premier confinement nous ont montré d'une certaine manière l'étendue de cette relation du coup de confiance avec la population et la manière dont la population très largement comprend que ce sont des travailleurs essentiels. Et du coup, ces applaudissements-là et cette relation, elle nous a montré, du coup, d'une certaine manière, à l'échelle effectivement de quelques claquements de main, de la force potentielle et de l'importance de ces secteurs-là. Ce qu'il faut retenir, je pense, de tout ça, c'est que la désintégration de la société capitaliste, la prise du pouvoir pour une société où peuvent s'épanouir la sexualité libre et le droit à l'autodétermination, c'est pas un combat qu'on doit mener sans armes. On a les leçons des générations de marxistes révolutionnaires et de militants LGBTI radicaux qui nous ont précédés, et la classe ouvrière la plus grande et la plus diversifiée dans toute l'histoire, avec tout le potentiel que ça renferme. C'est la voie, par exemple, qu'ouvrent les jeunes militants syndicaux qui secouent les États-Unis en ce moment. On peut citer par exemple les jeunes qui ont créé les syndicats Starbucks, qui est une enseigne qui se cache derrière son progressisme de façade, qui emploie un grand nombre de jeunes LGBTI, et qui aujourd'hui, ces jeunes se mobilisent non seulement pour leurs conditions de travail, mais contre les discriminations aussi qu'ils et elles subissent en tant que personnes LGBTI précaires. L'héritage du trotskisme et du mouvement ouvrier, elle nous apprend que ces revendications, des revendications pour unifier la classe ouvrière, pour lutter contre les oppressions, pour forger des alliances au-delà de la classe ouvrière, elles ne surgiront qu'en opposition aux directions bureaucratiques du mouvement ouvrier qui jouent un rôle de contention et de division des luttes. Mais ce même héritage, ainsi que celui des militants révolutionnaires du mouvement LGBTI, nous apprend que pour tisser ces alliances, il est également nécessaire, en plus de mener un travail dans la classe ouvrière, il est également nécessaire de construire des fractions révolutionnaires du mouvement LGBTI qui comprennent que leur destin, pour une société émancipée, que leur destin est lié à celui de la classe ouvrière, de par sa place centrale dans un processus révolutionnaire, et qui se donnent comme tâche d'unir ce que les capitalistes et les réactionnaires essayent de séparer à tout prix. C'est la tâche pour nous des militants révolutionnaires, et c'est la tâche du parti qu'on veut créer avec Révolution Permanente, et du coup dont on vous invite à rejoindre le processus. C'est la tâche d'articuler les revendications des opprimés avec celles de la classe ouvrière pour aller au-delà des logiques de revendication séparées et isolées pour remettre en cause le système capitaliste dans son ensemble. Il y a aujourd'hui une jeune génération, comme je disais, dont on fait partie dans cette salle, qui se politise contre les carcans du genre et de la sexualité que nous impose le capitalisme, et pour qui des termes comme marxisme ou communisme ne sont plus les gros mots que c'était pour la génération de nos parents ou de nos gros-parents, et qui sont prêts à discuter d'une perspective révolutionnaire, qui sont prêts à discuter d'une perspective pour renverser la société capitaliste. Cette société dans laquelle on vit et cette stratégie d'intégration, à l'heure des crises économiques en cascade et de l'urgence climatique, elle n'a plus rien à nous offrir. Nous ne voulons pas aujourd'hui d'une tolérance en échange de pas trop causer de problèmes, qui est la seule chose que peut accorder à une minorité infime du mouvement LGBTI la société capitaliste. On ne veut pas non plus d'une fausse égalité basée sur des standards tyranniques qui nous poussent à nous conformer à un universalisme bourgeois et qui nous rentre dans des cases. Nous, ce qu'on veut, c'est une transformation radicale de la société capitaliste qui, après des siècles d'exploitation, d'oppression, de crise et de guerre, mérite de finir dans les poubelles de l'histoire.